la République arabe d'Égypte. Of Egypt. السيد الرئيس عبد Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République d'Égypte, Auguste Assemblée, nous vous souhaitons la bienvenue au cours de cette séance qui porte sur la responsabilité internationale quant à la reconstruction des zones post-conflit. Il ne fait aucun doute que les populations dans ces zones souffrent et connaissent une véritable crise humanitaire partout dans le monde en conséquence des conflits, des guerres qui ont déchiré leur nation et les ont laissés sans vivre dans des conditions honorables. Nul n'ignore également la souffrance des grandes économies, des systèmes médicaux et sanitaires dans les pays riches en conséquence des coups durs encourus par la pandémie. Que dire de la situation des déplacés, des réfugiés dans les zones de conflit et qui font face au virus sans la moindre protection? La pandémie de la COVID-19 les anéantit par milliers au quotidien. Je vais vous citer des chiffres de l'association caritative Oxfam sur le nombre de décès au quotidien des suites de la pandémie de la COVID-19. Le chiffre s'élève à 12 millions de décès au quotidien. Il existe d'autres millions qui pourraient faire face au même sort si la communauté internationale n'est pas rapidement mobilisée. L'organisation Save the Children, Sauver les enfants, qui est présente cette année au forum, a souligné que le nombre de réfugiés, de déplacés dans le monde sont estimés à 82 millions de personnes, dont 35 millions d'enfants qui figurent parmi les réfugiés et les déplacés dans le monde. Les exemples de souffrance et de douleur sont très nombreux dans le monde, notamment dans les zones des conflits. Mais je vais me contenter d'un seul exemple, ce qui se passe sur le plan humanitaire dans la bande de Gaza. Cette bande de Gaza qui a été bombardée au mois de mai dernier et qui a vu son infrastructure déjà fragile recevoir un coup en plein de fouet. Les bombardements ont visé beaucoup d'installations médicales, dont l'hôpital principal, qui assure des services de dépistage de traitement du virus de la COVID-19 des habitants du secteur, ce qui a requis une intervention égyptienne, humanitaire et politique urgente au mois de mai dernier, avec l'allocation de 500 millions de dollars urgemment pour reconstruire cette phase qui connaît donc la deuxième phase de reconstruction. Selon les estimations de la Banque mondiale et les autres agences onusiennes et les Nations unies, le coût de la reconstruction en Libye pourrait atteindre les 10 milliards de dollars. En Syrie, les coûts de reconstruction, et selon la Ligue arabe, pourraient atteindre 900 milliards de dollars. Le coût de reconstruction au Yémen pourrait atteindre 30 milliards de dollars, alors que dans la bande de Gaza, elle pourrait atteindre 20 milliards de dollars au moins. Ces chiffres et ce coût faramineux ne peuvent pas être assumés par les pays victimes. Afin de trouver des solutions urgentes à tout ce qui précède, je souhaite la bienvenue aux orateurs de ce débat. Je commence par souhaiter la bienvenue à Sahar Lejbouri, qui représente l'Office de secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'Office de l'UNRWA au Caire.
Je souhaite également la bienvenue à Graziella Rizza, qui est le premier conseiller au département des droits de l'homme et de la gouvernance à la délégation de l'Union européenne en Égypte. Je souhaite à son Excellence l'ambassadeur Ahmed Abdelatif, le directeur du Centre international de préservation de la paix en Égypte. Je souhaite la bienvenue à notre cher invité, Dr Tariq Shmoud Al-Normani, ambassadeur des jeunes yéménites au sein du Conseil arabo-africain de complémentarité de développement. Je souhaite la bienvenue en mode virtuel à Madame Leslie Reid, qui est la représentante de l'Agence internationale de développement en Égypte. Je souhaite la bienvenue à Madame Susan Michael, la directrice régionale de l'Agence internationale des Nations unies pour l'égalité entre l'homme et la femme et sa représentante ici en Égypte. Je vous invite pour commencer à suivre ce bref documentaire qui nous montre le volume de la souffrance des réfugiés et des déplacés dans les zones de conflit et la nécessité d'entamer dans les plus brefs délais le processus de reconstruction. Des pertes en vie, des blessures qui ne s'arrêtent jamais et qui aurait suscité l'émotion de tous les systèmes mondiaux, les systèmes de santé politique et social à cause de la pandémie de la Covid. Mais que dire des pertes qui découlent des conflits armés dans notre monde et qui voient la recrudescence des nombres de réfugiés et qui dépassent les 2 millions de personnes. Les personnes exposées au danger de la famine à cause des crises a atteint 100 millions de personnes. En plus de souffrances courues par les populations de ces zones. Combien de personnes ont péri en Afghanistan? Combien de personnes ont péri en Irak? Et combien de personnes ont péri en Syrie, en Libye et dans les autres pays? Qui paie le prix de ces pertes? N'est-ce pas que ces chiffres les plus importants de l'histoire sont similaires à une pandémie humanitaire? Aujourd'hui, on fait face à 235 millions de personnes qui nécessitent une aide humanitaire mondiale. Et les conflits et le problème à mettre fin les mettent dans des situations fragiles. Je me demande, l'enfant qui a passé 9 ans de sa vie dans un camp de réfugiés va grandir pour devenir quel type de personne? Face à ces changements contemporains et ces conflits, le concept de reconstruction est devenu un concept absolu, une réalité que l'Égypte en a pris conscience de par son obligation. C'est ce que nous voyons grâce à la présence active de l'Égypte dans les questions arabes et africaines et qui vise à restaurer un équilibre politique pour mettre un terme aux conflits. Les derniers conflits, c'est ce qui arrive à Gaza. L'Égypte a joué un rôle de médiation entre les factions israéliennes et palestiniennes au mois de mai 2021 pour mettre un terme au conflit. Le président Al-Sisi a décidé d'allouer la somme de 550 millions de dollars pour la reconstruction dans la bande de Gaza et donner des chances aux sociétés locales et les sociétés égyptiennes spécialisées de prendre part aux opérations de reconstruction et donc contribuer à déblayer le terrain et restaurer la vie dans la bande de Gaza. Jusqu'à présent et au niveau de la première phase, il y a eu un déblaiement d'un peu plus de 150 000 mètres carrés en 360 jours. La deuxième phase a commencé avec le développement du littoral au nord de la ville de Gaza.
il reste à présent la phase la plus importante, à savoir renforcer la durabilité et empêcher le retour du conflit. Les nouveaux défis posés à la reconstruction après le prolongement de la pandémie et les changements climatiques tire la sonnette d'alarme à la lumière de conflits internes et externes qui ont laissé derrière des économies fragiles, une infrastructure détruite, ce qui nécessite davantage de soutien de la communauté internationale à la reconstruction dans les zones affectées par les conflits. Conjuguer les efforts de toutes les organisations, les associations, les sociétés internationales, multinationales, car le temps nous est compté et nous n'avons plus les moyens financiers pour nous permettre de recycler de nouveaux conflits. Il est grand temps de confiner les conflits armés et de se focaliser sur les véritables batailles de notre vie. Permettez-nous de commencer par la situation humanitaire et la situation sur le terrain au Yémen. Et je commence par Tariq Al-Hamoud, l'ambassadeur de la jeunesse yéménite au Conseil arabo-africain de la Ligue arabe. Monsieur l'ingénieur Tariq, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Décrivez-nous la situation sur le terrain au Yémen d'un point de vue humanitaire et le besoin urgent de procéder à une reconstruction. Pour commencer, je voudrais adresser tous mes remerciements à la République arabe d'Égypte, à son leadership, à son gouvernement, à son peuple pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour l'excellente organisation de ce forum et pour l'organisation et la tentative d'aligner tout le monde autour des propos de paix à Sharm el-Sheikh. Moi, je viens de la ville du pays du Yémen, le Yémen qui a été qualifié par le passé du Yémen heureux. Et alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas le qualifier de la sorte, 4000 écoles ont été fermées, 4 milliards d'enfants n'ont plus de chance d'être scolarisés, 3,1 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Tout ce qui est beau a été détruit au Yémen. La production a été suspendue. Le nombre de déplacés a atteint environ 4 millions de déplacés. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui les pires conditions économiques et sanitaires que le Yémen a connues. Le Yémen a été qualifié de la pire catastrophe humanitaire que le monde a connue selon l'ONU. Jusqu'à présent, 377 000 citoyens yéménites ont péri, dont 60% sont le résultat indirect du conflit. C'est des conséquences de la malnutrition et de la pauvreté. Une grande partie de ces décès figurent parmi les enfants. Aujourd'hui, toutes les 9 minutes, un enfant yéménite décède, ce qui veut dire que d'ici la fin de cette séance, un peu plus de 10 enfants yéménites auront trouvé la mort. Imaginez, 60%, un taux qui va recrudescendre pour atteindre 75% d'ici 2030. Le Yémen a perdu un peu plus de 126 milliards de dollars du PIB. 20 millions d'habitants sont placés sous le seuil de la pauvreté. Plus de la moitié de la population, le PNB, le revenu par capita est 1,9 $. 8,6 millions de personnes souffrent de malnutrition. Ce sont les chiffres du rapport du PNUD. En 2030, les prévisions onusiennes seront de 1,3 million de personnes de décès. 70% des décès en 2030 seront dus à des causes qui n'ont rien à voir avec le conflit. Imaginez que ce nombre de décès seront dus à la pauvreté, à la malnutrition, à des problèmes de santé. Une catastrophe qui s'est
roquettes abattues sur nous. Et ceci en dépit de l'assistance urgence, l'assistance humanitaire. Pensez-vous qu'il y a un défaut au niveau de la répartition de l'aide? Oui, jusqu'à présent, nous avons reçu environ 25 milliards de dollars américains en forme d'aide. Et comme je l'ai dit dans le rapport, le Yémen a besoin de 30 milliards de dollars pour la reconstruction. Jusqu'à présent, on a seulement reçu 25 milliards de dollars. Et avec ceci, la pauvreté va crescendo. On nous dit un peu plus de 40% de ces sommes sont allouées aux salaires et rémunérations des organisations. Pour le reste du tout, on ne touche rien sur le terrain. Nous avons des marchandises périmées qui sont arrivées, des médicaments périmés qui sont arrivés jusqu'à nous. Il y a une tergiversation et un laxisme international. Nous avons besoin d'inciter la communauté internationale à intervenir au Yémen urgemment et rapidement afin de sauver le Yémen et procéder à la reconstruction. La plupart des organisations humanitaires disent dès que la guerre va s'arrêter, on va procéder à la reconstruction. Voilà que la guerre perdure depuis déjà 7 ans. Est-ce que nous allons attendre encore 7 ans supplémentaires? Que pensez-vous? Pensez-vous lequel des deux axes préférez-vous, qu'il y ait reconstruction et puis guerre et effondrement, ou l'inverse? Nous avons 22 gouvernorats ou villes yéménites. Elles ne sont pas tous touchés par la guerre et les conflits. On pourrait trouver des zones éloignées du conflit, des zones qui ne sont pas touchées par le conflit, où l'on pourrait procéder à la reconstruction et que ces villes soient des villes pilotes et soient un exemple de reconstruction. Aujourd'hui, on parle de 5 millions de Yéménites déplacés. Donc, si on commence à reconstruire les zones qui ne connaissent pas de conflit, la plupart des Yéménites vont se déplacer vers ces zones. La coordination entre les institutions civiles qui travaillent sur le terrain au niveau du mécanisme de répartition de l'assistance, qu'en pensez-vous? Nous avons besoin d'un mécanisme transparent. Pourquoi avons-nous ce vide? Nous avons été explorés de l'étranger qui a profité du vide dont souffre notre pays et on profitait également des conflits dans d'autres pays comme la Syrie, le Liban pour intervenir dans nos pays. Et maintenant, nous faisons appel au rôle de l'Égypte, surtout que l'Égypte fait l'unanimité de toutes les parties au conflit au Yémen pour qu'elle intervienne et joue le rôle de médiateur. Qui a payé le plus le prix de ce conflit, le retard au niveau de la reconstruction? La jeunesse, essentiellement les enfants. Les jeunes ont vu mettre un terme à leurs rêves, leur avenir, leurs ambitions ont été dispersées. La plupart des universités et des écoles ont fermé leurs portes. Les enfants, on parle de 3 milliards d'enfants qui souffrent de malnutrition. Un peu plus de 100 000 enfants ont péri à cause de la malnutrition et de la famine. Monsieur l'ingénieur Talek, avez-vous des recommandations? Je veux demander à la direction égyptienne, à son Excellence le Président, j'implore en lui les sentiments de paternité pour qu'il lance un programme spécial pour former les jeunes yéménites au sein de l'Académie nationale de formation parce que ces jeunes ont perdu toute chance de formation et j'espère que pour le processus de reconstruction que l'Égypte va intervenir. Nous avons vu la capacité de l'Égypte à construire, à accélérer le rythme de la croissance pour que l'Égypte et le Yémen partagent la même sécurité et partagent la sécurité nationale. C'est pourquoi j'espère que son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, de par son sentiment de paternité, va accorder une importance, une priorité au Yémen et qu'il sera le père qui va apporter le soutien à la jeunesse yéménite, qui va les aider à se former pour que qu'ils représentent le noyau du développement et de la croissance de leur pays lorsque le conflit
sera terminée. L'ingénieur Tariq Hamoud Al-Noumeni, l'ambassadeur de la jeunesse yéménite au sein du Conseil arabo-africain. À présent, on se tourne vers Madame Sahar Al-Jbouri, la représentante de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Bonjour, bonjour. L'image au Yémen est douloureuse. Prière de nous transmettre l'image de la situation en Palestine et la situation des Palestiniens dans le diaspora, surtout que ce sont votre cible. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais bien exprimer l'honneur que je ressens à assister à ce forum en présence de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi. Je voudrais adresser tous les remerciements de l'Office à son Excellence le Président qui a demandé à la communauté internationale de financer l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et j'en le remercie. Après la vidéo que nous avons vue, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire la situation déplorable à Gaza. Mais l'Office travaille en Jordanie, en Syrie, en Cisjordanie, au Liban et la Jérusalem-Est en plus de Gaza. La situation dans toutes ces zones est déplorable à cause de la guerre qui perdure en Syrie, l'effondrement économique et financier au Liban, ne pas jouir du droit au déplacement, la violence à l'encontre des enfants en Cisjordanie. Donc nous voyons varier les souffrances et douleurs des Palestiniens, même en Jordanie. La situation des Palestiniens est devenue très difficile à la lumière de la Covid-19, cette pandémie qui a accru les pressions économiques dans ces pays à l'instar du reste du monde. À cause de ces pressions et en conséquence des nombres de Palestiniens enregistrés, 5,5 millions de réfugiés et la fragilité accrue de leur situation qui a fait qu'ils dépendent davantage de l'Office. Malheureusement, l'Office de l'UNRWA passe par beaucoup de contraintes. Depuis 2015, nous avons beaucoup de pressions, dont des pressions financières. L'Office a été fondé en tant qu'office temporaire en attendant de parvenir à un règlement juste du conflit palestino-israélien et avec des solutions aux réfugiés palestiniens. Après un peu plus de 72 ans de travail, nous ne sommes pas parvenus à une solution. Ceci a fait que les donateurs sont récalcitrants à présenter les fonds nécessaires pour permettre à l'Office d'assumer la prestation de services essentiels. En conséquence, l'Office a fait l'objet de pression et a dû reconsidérer les services qu'elle offre. Ajouté à cela, l'Office de l'UNRWA est soumise à de difficiles pressions politiques par les différents lobbies politiques et l'objectif est de liquider l'Office et de mettre un terme à la question palestinienne. Et là, j'aimerais bien louer le rôle joué par l'Égypte pour appuyer l'Office de l'UNRWA à toutes les échelles et la défendre. Pour ce qui est des défis financiers, l'Office a besoin d'un financement continu et prévisible. L'Office ne peut pas s'acquitter de son rôle tant qu'elle n'obtient pas ce financement. Et l'on pourrait dépendre et compter sur le rôle égyptien qui devrait continuer à inciter la communauté internationale à financer l'Office. Il y a la deuxième phase qui porte sur la reconstruction de la bande de Gaza et d'autres secteurs au niveau de la reconstruction du réaménagement de l'infrastructure et le réaménagement du littoral au nord de la ville de Gaza. Y a-t-il une proposition pour une coopération entre l'Égypte et l'Office de secours de l'UNRWA et pour aligner les besoins?
Cette initiative est en guise d'espoir pour tous ceux qui ont perdu l'espoir, le cessez-le-feu, l'ouverture du port de Rafah et l'introduction des aides humanitaires. Voilà, tout ceci a reconduit l'espoir pour tous les Palestiniens et tout ceci a certainement créé des emplois et c'était, comme j'ai dit, de l'espoir et nous saisissons l'opportunité de la présence de son Excellence Monsieur le Président pour lui demander d'élargir les écoles de l'UNRWA. Nous avons un grand nombre d'étudiants et d'élèves par classe scolaire et si l'on pourrait ajouter le nombre de classes dans ces écoles et parce que c'est le seul espoir dans le cadre des guerres et des conflits et qui peut les protéger de l'extrémisme et nous pouvons également assurer des emplois pour les réfugiés palestiniens. Le chômage est de 50% parmi les réfugiés palestiniens et si l'on peut créer des emplois pour les réfugiés palestiniens qui cherchent du travail, si vous pourrez nous accorder cette demande. Merci, Madame Sahar Jbouri de l'Office de l'UNRWA au Caire. Et maintenant, je passe à Madame Suzanne Nikal, la directrice régionale pour le Bureau des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Madame Michael, nous vous souhaitons la bienvenue virtuellement à cette séance experte que vous êtes de l'égalité entre les sexes. Qu'est-ce que vous pensez de la souffrance des hommes et des femmes dans les régions en situation post-conflit? Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, distingués invités, chers panélistes jeunes et chère audience, j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui, quelle que soit de manière virtuelle. Et c'est un plaisir que d'être parmi vous à l'occasion du Forum des jeunes du monde sous l'emblème du retour ensemble pour soutenir les droits des femmes, non seulement en Égypte, mais également à travers la région. Votre question est bien valable. Comment les guerres ou les crises influencent l'égalité entre les hommes et les femmes? Depuis 50 ou 100 ans de cela, les guerres étaient menées de manière tout à fait différente. C'était des combats sur le terrain. Certainement, en ce moment, les civils étaient mis à l'abri des guerres. Et ils ont été déplacés dans des villes où l'on pouvait accorder la protection aux civils. Mais ce n'est plus le cas. Toutes personnes civiles, hommes, femmes, enfants, sont d'ailleurs prônes et susceptibles d'être affectés par les conflits et les guerres.
dans notre région et dans des pays comme la Syrie et l'Irak, les femmes sont affectées de manière très particulière par la violence axée sur le genre, mais d'autres personnes sont également affectées en ce qui concerne les enfants qui sont utilisés comme outils dans les guerres. Est-ce que vous avez des propositions en ce qui concerne la réalisation de la reconstruction humanitaire globale dans les régions en situation de post-conflit? J'ai un point que j'aimerais soulever dans cette séance, à savoir la reconstruction. Il faut dire que la guerre, comme mon collègue du Yémen a précisé, la guerre est devenue plus élargie en passant d'une crise humanitaire dans les 15 ou 30 années précédentes. C'est ce qu'on appelle la situation de crise prolongée. Ce qui est devenu une situation encore plus complexe et qui nécessite une aide humanitaire qui est un outil très important. Mais le défi que nous connaissons et je suis d'accord qu'au Yémen, la reconstruction et la transition sont bien nécessaires dans le pays, surtout pour regagner la stabilité et les bonnes pratiques pour la civilisation. Je m'arrête là. Merci, Madame, de votre participation. Madame Suzanne Mikal, directrice régionale des Nations Unies pour l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme. Je passe maintenant à Madame Graziella Rizza, première conseillère du bureau des... Madame Graziella, je vous souhaite la bienvenue après avoir écouté les prédécesseurs, les panélistes prédécesseurs, M. Tarek et Mme Suzanne, sur la situation de la femme. Est-ce que vous pensez que nous pouvons mettre et atteindre la reconstruction dans ces régions en situation de post-conflit et étant donné la situation de la femme dans ces zones? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais exprimer la gratitude de la part de l'Union européenne de participer dans ce débat et j'aimerais exprimer mon appréciation auprès de son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi de l'organisation de cette conférence et de la participation. De ce qu'on a entendu, non seulement dans cette séance, mais également dans les derniers jours, on a parlé d'une décennie qui a témoigné de défis particuliers en matière de développement. Ceci a eu un impact sur les conflits prolongés et dans plusieurs zones du monde. Nous avons suivi le témoignage du Yémen et de Gaza, mais nous avons des effets relevés dans des zones, différentes zones du monde. Et les défis surgissent concernant des aspects différents. Dans la vidéo que vous avez projetée, nous avons vu le COVID, mais nous avons des multiplicateurs de menaces et dans plusieurs interventions, il y avait des liens établis sur les faits
de ces effets. Si l'on n'a pas de l'eau, comment ça peut influencer l'électricité ou la vie des peuples? Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons besoin d'avoir une approche globale pour encourager la culture de la paix. On a parlé ici de charme dans les derniers jours comme étant la terre de la paix. Il s'agit là d'un comportement et de modèles de comportement. Et il s'agit d'une approche globale. Et je ne vais pas parler de détails parce qu'il s'agit de données publiques, mais il faut dire qu'en 2016, l'Union européenne a adopté une approche mondiale sur la sécurité. Nous avons un consensus en matière de développement. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas ensemble. Il faut mettre en œuvre ces choses en partenariat. Mais qu'est-ce qui... Yes, in this case, sorry. Dans ce cas-là, on parle du soutien de l'agenda 2063 en matière de développement, où il s'agit de l'accord de Paris en matière de changement climatique, de l'agenda d'action d'Addis Abeba et de la COP 27 et enfin une approche orientée vers le genre et je me réfère à l'intervention de ma collègue à l'ONU Femmes, d'où à l'Union européenne, nous avons lancé une troisième édition, une troisième génération du plan d'action parce qu'il faut adopter une approche inclusive en matière de conflit. J'aimerais également rappeler le pacte de migration de l'Union européenne. Tous ces éléments conduisent au déplacement. Je suis basée au Caire et je me réfère aux visites récentes de notre commissionnaire où les efforts de l'Égypte pour gérer la migration ont été préconisés étant donné les efforts déployés en abritant 6 millions de migrants et plus de 6 000 réfugiés. L'Union européenne a formulé le défi actuel comme étant le nexus de développement. Mais votre question, est-ce qu'on peut se focaliser seulement sur l'aide humanitaire? Non. Il faut adopter une approche de développement. Cette approche de développement doit également passer par le soutien et nous l'avons précisé hier pendant la séance à travers le PPP, le partenariat public-privé, d'où le partenariat ou la coopération entre l'Union européenne et les différentes organisations. Il y a eu pas mal de discussions et je me réfère aux discussions qui ont eu lieu et qui sont toujours en cours dans le cadre du pacte de la migration et des réfugiés. Il y avait un facteur important qui a été débattu en ce moment et qui demeure pertinent, à savoir le facteur dérisquant. Il faut d'ailleurs résoudre tout le problème, mais il faut tenir compte d'une dimension très importante, à savoir la dimension politique. Ainsi, j'aimerais m'adresser à ou aborder un autre mot-clé, à savoir les bonnes pratiques, d'où la diplomatie préventive. Et je pense que ce que
ce qu'on préconise, ce qui est louable en Égypte, c'est la diplomatie préventive. Il ne faut pas avoir une vision courte et là, l'Union européenne a joué un rôle très important. J'ai vu ici à Charm une grande pancarte qui se référer au sommet conjoint entre la Ligue des États arabes et de l'Union européenne. C'était un moment très important. À ce forum, il y avait des aspects très importants qui ont été discutés et je pense qu'il est important de poursuivre ce genre de dialogue. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. L'Union européenne a été active avec les Nations unies et dans le lancement de la feuille de route de la paix. Nous étions actifs au Yémen et en l'an 2000 et il y a eu une réponse de la part de l'Union européenne en accordant 32 millions l'année dernière à Gaza et il y avait une synergie avec l'UNRWA pour faire face à cette situation. Nous avons également réagi à l'égard de la crise yéménite avec 24 millions l'année dernière et nous avons des instruments différents que nous avons mis en place pour cet effet, mais je n'aimerais pas parler des détails. J'aimerais conclure en disant qu'il s'agit là d'un forum pour les jeunes du monde. Et quelles sont les recommandations qu'on aimerait emporter? J'aimerais me référer au papier qui a été lancé en novembre 2020 à partir de ce forum où il y avait 5 recommandations pour avoir une société plus pacifique, la participation des jeunes, droits humains, justice climatique et éducation. Et je pense qu'il est très important d'engager les jeunes. Et comme on l'a précisé hier, on a besoin de travailler avec les jeunes pour l'avenir, pour construire ensemble un monde meilleur. Merci, Madame conseillère des droits humains auprès de l'Union européenne. Et je passe maintenant à Madame Leslie Reid, la directrice de la mission des Nations unies en Égypte. Madame Leslie, bonjour. Madame Reid, jusqu'à quel degré les institutions internationales, dont USAID, pour présenter une opération de reconstruction urgente dans les zones en conflit, notamment dans la région du Moyen-Orient. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question et de l'occasion offerte pour prendre part à cette séance, surtout en présence de son Excellence le Président Al-Sisi. Pour commencer, laissez-moi dire que pour les gens dans cette audience, c'est une question très personnelle pour beaucoup de personnes et pour certains qui sont sur le panel. Ceci n'est pas très académique. Si vous êtes un survivant de violence ou un témoin de violence, vous savez beaucoup plus que moi sur ce sujet, mais pour ceux qui n'ont pas connu cette expérience de façon personnelle, je voudrais partager une partie de mon expérience que j'ai acquise à travailler à travers le monde. Et je voudrais également partager un peu ce que nous faisons au sein de USAID et ce que nous apprenons. Comme nous l'avons entendu des autres panélistes, les défis, c'est que le nombre, la dimension, la complexité des événements à travers le monde qui ont augmenté. Les catastrophes d'origine humaine
et les désastres créent des crises humanitaires et même avec le changement climatique. Lorsque le volume et la dimension d'une crise requiert une équipe qui est composée de groupes d'assistants qui se rendent dans les zones de conflit. Il y a 10 ans, on dépêchait 5 crises, mais maintenant nous sommes en train de répondre à un grand nombre de crises. Et comme l'ont dit les panélistes sur la tribune, c'est des conflits très complexes. Et pour avoir une bonne réponse, il faudrait comprendre la dynamique. L'expérience nous dit que l'inégalité donne lieu à l'instabilité qui, à son tour, donne lieu au conflit. Les chercheurs qui élaborent une cartographie des crises dans la région subsaharienne et dans la région MENA disent que les conflits vont continuer dans 4 régions qui se caractérisent par une gouvernance faible et une exclusion sociale, avec les pays avec des expériences précédentes avec le conflit et avec la propagation du chômage. Il y a un autre élément qui entre en jeu quand vous êtes entouré de pays qui connaissent des conflits. Vous vous trouvez dans un mauvais voisinage. Du coup, les reconstructions post-conflit doivent prendre en considération tous ces éléments pour qu'elles soient réussies. Nous avons également la responsabilité de comprendre les racines de ces conflits et des besoins. Sinon, le cycle va continuer et perdurer. Les États-Unis est le donateur le plus important à travers le monde en 2021. Le gouvernement américain et à travers l'agence USAID a répondu à 82 crises dans un peu plus de 60 pays. Nous avons fourni 8 milliards de dollars américains pour aider les gens qui sont affectés par les désastres et les conflits et en donnant une aide humanitaire urgente et des aliments aux réfugiés. À l'échelle mondiale, nous avons en 2021 37 milliards de dollars qui ont été alloués à des aides humanitaires, mais ceci n'est pas encore suffisant. Et donc, avec la pénurie des ressources, il faudrait s'assurer que nous avons le meilleur impact possible à partir des ressources disponibles. Madame Reid, l'intervenant du Yémen, l'ingénieur Tal a dit que les aides ne parviennent pas aux personnes qui en ont besoin au Yémen et qu'il y a un manque de transparence au niveau de la répartition de ces assistances dans les agences locales. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les démarches et les mesures entreprises par l'agence USAID pour assurer l'acheminement de cette aide humanitaire et de récolter les fruits de cette aide. Très bien. Je pense que nous, au sein de USAID, on essaie de changer notre façon de faire les choses. On essaie de la rendre plus mondiale et plus opérationnelle. Nous avons une nouvelle administration et nous avons dit que d'ici la fin de cette décennie, 25% de nos ressources iront directement à nos partenaires locaux et 50% de nos programmes vont mettre la communauté au cœur de notre action, qu'il s'agisse de ceux qui seront chargés d'exécuter ces programmes. Et vous, dans l'audience, si vous êtes dans une communauté affectée ou dans un pays qui connaît des désastres, on s'attend à ce que vous jouez un rôle important au niveau de la plaidoirie ou au niveau de l'application. Nous pensons que le développement et l'importance de l'amélioration de la gouvernance, la construction de la paix et la réconciliation sont des éléments essentiels. Et je pense que Graziella a dit qu'il faudrait comprendre à comment
les différents groupes sont traumatisés. Pensez-vous que nous pouvons procéder à une reconstruction durable dans les zones en conflit, surtout dans la région du Moyen-Orient, en plus et à la lumière des divisions politiques et également à la lumière de la pandémie de la COVID-19? Je pense que nous avons besoin de bien interpréter les raisons. Graziella a parlé du traumatisme et de la nécessité de bien le comprendre. Donc, il faudrait bien interpréter tous ces éléments, sinon nous allons retomber dans le même cercle vicieux des conflits. Les conflits causent du traumatisme et le traumatisme attire davantage de conflits. Du coup, nous avons besoin de casser cette chaîne. Merci beaucoup, Madame Liz Reid, représentante de l'agence d'assistance USAID en Égypte. Je m'adresse à présent à son Excellence l'ambassadeur Ahmed Abdel-Latif du Centre égyptien de recherche et de préservation de la paix. D'abord, comment voyez-vous le concept de reconstruction après tout ce qui a été dit? Merci beaucoup. Toutes mes salutations et mon égard au président de la République. Pour commencer, il y a un point que je voudrais bien clarifier. La reconstruction pendant une longue période n'était pas une priorité de la communauté internationale. Il s'agissait surtout de prévenir les conflits, régler les conflits par le truchement des efforts de médiation et de négociation et puis parvenir à un trêve, un cessez-le-feu et la paix. Voilà, c'était la situation qui prévalait depuis très longtemps. Récemment, la communauté internationale a réalisé que ce dernier n'était pas suffisant pour assurer la paix durable dont nous parlons. Et c'est le premier point que j'aimerais bien souligner. La reconstruction devrait être une priorité au niveau de l'action internationale. L'Égypte a joué un rôle pionnier pour rediriger l'action internationale et faire de la reconstruction une priorité. À l'heure actuelle, nous présidons l'organe de reconstruction pacifique au sein des Nations Unies et les pays sortant des conflits. À l'échelle africaine, le président est à la tête de la reconstruction à l'Union africaine et l'Égypte a lancé le mois dernier le centre de reconstruction de l'Union africaine qui aura pour siège le Caire. Cet organe aura un rôle important pour assurer l'échange de l'expertise, des meilleures pratiques, la reconstruction des capacités. En 2019, lorsque l'Égypte a présidé l'Union africaine, elle a lancé le Forum d'Assouan pour la paix et la sécurité durable sous le parrainage du président. Et c'est une plateforme qui vise au règlement des conflits en Afrique. Donc de nombreuses initiatives où la direction égyptienne a fait de la reconstruction une priorité nationale, régionale et internationale. Et on le touche sur le terrain. On voit l'appui et le soutien apporté par l'Égypte aux pays arabes et africains frères au niveau de l'infrastructure. À Gaza, nous avons un projet énorme de 500 millions de dollars. La deuxième phase a été lancée au mois de décembre. L'infrastructure en Irak, au Liban, au sud du Soudan. Donc, une contribution tangible de l'Égypte dans les pays qui sortent de conflits. Beaucoup d'institutions du gouvernement égyptien contribuent au renforcement des cadres de ces pays. Et les cadres de ces pays considèrent l'expérience égyptienne comme une expérience réussie qui a réussi à combattre le terrorisme, à avoir donc une évolution au niveau de l'infrastructure, à l'autonomisation de la femme. Un autre point, le financement. Nous avons dit que le financement était insuffisant et ne répondait pas aux besoins de ces pays. Et c'est là une priorité de l'Égypte, appuyer le financement international afin de construire la paix. Et on dépend essentiellement des contributions volontaires des pays donateurs et ceci n'est pas suffisant. Avec la pandémie, nous avons vu qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui peuvent être injectés et il faut investir afin de prévenir et de contrer les répercussions des conflits et faire face également à des phénomènes comme le déplacement forcé et le déplacement. Mais, Excellence l'ambassadeur, pensez-vous qu'il faudrait d'abord avoir un règlement sur le terrain pour pouvoir procéder à la reconstruction?
la reconstruction doit commencer en parallèle. Nous voyons ceci dans de nombreux pays. On parvient à un accord de paix, mais ceci ne met pas un terme aux tensions, à la violence. Les efforts de reconstruction doivent commencer à une étape précoce et par des démarches à long terme pour faire face à ces défis. Enfin, une question très importante, c'est celle qui a à voir avec le renforcement des capacités. Le président a dit que pour faire face au changement climatique, il faut investir en le capital humain. Je pense que c'est la même chose pour la reconstruction. Les ressources financières ne sont pas suffisantes sans la présence de cadres humains bien formés pour mettre en application les projets de reconstruction, des cadres avec des visions bien claires. Et lorsque on considère les recommandations dans le monde arabe, nous allons voir qu'il y a une limitation des programmes de formation et de renforcement des capacités, notamment pour ce qui est des jeunes en matière de reconstruction et d'établissement de la paix. C'est pourquoi nous avons un centre spécialisé en la matière, sachant que les jeunes sont les plus affectés par les conflits, mais en même temps, ces jeunes ont des idées innovantes et des solutions pour faire face à ces défis. Je vous remercie, Excellence l'ambassadeur Ahmad Abdel-Latif, directeur du Centre international du Caire pour le règlement des conflits et la préservation de la paix. Un dernier mot de Madame Awa Dabo, qui est donc la représentante du bureau de l'ONU pour la paix. Chère jeunesse du forum, c'est un plaisir que de me joindre à vous aujourd'hui pour parler de la responsabilité internationale pour la reconstruction post-conflit. Notre bureau, et je suis l'adjoint, contribue à aider la paix en encourageant l'appui international pour les efforts de reconstruction nationaux. Ainsi, nous œuvrons pour la mise en application de l'agenda de la paix et de la sécurité de la jeunesse. La résolution du Conseil de sécurité 22-25 sur la paix et la sécurité a aménagé la voie avec laquelle on considère les jeunes dans les plateformes internationales de paix et de sécurité. Je vais présenter 3 points dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui et en rapport avec les différents aspects de cet agenda. 1. La participation de la jeunesse accroît la légitimité et la durabilité de la paix et le processus de reconstruction post-conflit. Les processus de paix qui sont inclusifs du point de vue analyse et élaboration vont pouvoir réaliser la paix durable. Les autorités pertinentes doivent accorder une attention particulière pour assurer la participation des groupes de jeunesse marginalisés qui ont moins d'accès au processus politique formel. La proximité des jeunes de la table est importante parce que les jeunes sont impactés à long terme par les décisions à travers les processus de reconstruction. Les jeunes ont démontré, encore une fois, la capacité à concevoir et à assurer la durabilité des processus de paix à travers des plateformes directes et indirectes, formelles et informelles. Les jeunes sont les leaders de demain, mais pas seulement les leaders de demain, ils sont également les leaders d'aujourd'hui. Ils peuvent diriger et appuyer les processus de reconstruction en tant que leaders, jeunes parlementaires, des activistes qui œuvrent pour un changement social, entre autres éléments. 2. Faire face à la reconstruction post-conflit est importante pour assurer la stabilité. Le besoin des jeunes pour trouver des emplois est à prendre en considération. Il faudrait se focaliser essentiellement sur la promotion de la jeunesse et les relier aux opportunités d'entrepreneuriat. La disponibilité de travail décent est reliée à l'avenir de leur travail et à l'instauration d'une société stable. 3. Dans des dispositions post-conflit, il y a un impact sur la santé mentale, d'où la nécessité d'avoir une assistance psychologique. C'est pourquoi nous avons
décidé de nous focaliser sur ce côté psychologique dans notre initiative. Pour conclure, la communauté internationale a la responsabilité de œuvrer afin d'instaurer les initiatives de paix. Les coalitions multipartites, la paix et la sécurité doivent être établies et impliquées dans les prises de décision, dans les processus de reconstruction post-conflit et également au niveau des discussions pour l'allocation des ressources. Il faudrait également appuyer les jeunes pour qu'ils jouent un rôle actif dans les efforts de reconstruction. Il faudrait s'assurer que les décisions portant sur les investissements et l'infrastructure, la création d'emplois prend en considération la voix et les besoins des jeunes, surtout dans le contexte de la reconstruction post-conflit, là où nous avons besoin de renforcer la cohésion sociale à travers les générations. Je vous remercie pour votre engagement et je vous souhaite à tous un forum réussi. Merci beaucoup à Madame Awadabo, l'adjointe du président du bureau du sous-secrétaire des Nations Unies pour la reconstruction. À présent, nous allons donner la parole à son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi. Merci beaucoup. Nous avons parlé de cette question lors du Forum de la jeunesse en 2018. Nous avons parlé des conflits existants, de la reconstruction et de la problématique des crises que vivent les pays qui connaissent de tels conflits, leur impact sur les jeunes des deux sexes et leur impact également sur les enfants qui vivent dans des camps de réfugiés de ces pays qui connaissent les conflits. Et pour que nous puissions agir, il faut que ces conflits s'arrêtent. Ce n'est pas seulement à nous d'agir, mais c'est au monde tout entier d'agir, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des Nations unies ou même les organisations de l'action civile qui veulent apporter leur contribution. Il faudrait pour cela que les conflits et les combats s'arrêtent. Sinon, ce serait difficile. Parce que d'un point de vue technique et sur le terrain, lorsque vous œuvrez pour reconstruire des zones qui connaissent encore des conflits, l'opération ne va pas se faire telle que escomptée. Je ne parle pas du Yémen, mais je parle de façon générale. Donc, quand il y a une chance pour arrêter les conflits, il y aura une chance pour procéder à la reconstruction. Le financement sera disponible et il y aura possibilité de voir tout le monde contribuer d'une façon ou d'une autre pour trouver un règlement à la solution. Mais à mon avis, ce dont nous avons besoin dans un premier lieu pour agir, avant de parler de chiffres et de fonds, il y a une différence entre alléger l'impact et les répercussions de la crise des victimes, et ceci en mettant à leur disposition l'hébergement, l'alimentation, la nourriture et les médicaments, et reconstruire un État qui a connu un état de guerre. Les mesures entreprises à l'heure actuelle sont des mesures qui visent à alléger l'impact et les répercussions du conflit. Mais c'est une phase qui précède la fin du conflit et après, nous allons procéder à la reconstruction. La reconstruction ne va pas seulement coûter de l'argent et des fonds. Tout ce que vous avez dit est formidable. Je ne parle pas uniquement de la dimension financement, les fonds, et que dire maintenant de la dimension humanitaire, de la dimension psychologique, sociale, découlant de cette crise qui dure depuis quelques années, qui perdure depuis un peu plus de 70 ans. Comment allons-nous traiter les effets psychologiques de cette crise ? J'espère que par la voie de ce forum, nous allons lancer un appel. Nous allons dire au nom de ce forum, au nom de la jeunesse qui rêve de stabilité, de paix, de sécurité et de développement, un appel que nous lançons à tous les pays qui connaissent des conflits, les dirigeants responsables pour avoir une vision qui
pourrait régler ces conflits afin que nous puissions réduire l'impact négatif découlant de ces conflits. Pour les Yémen, nous, en Égypte, nous sommes prêts disposés d'apporter une contribution positive aux côtés de tous nos frères qui souffrent. Parce que nous estimons que la paix, la construction sont des conditions sine qua non chez nous en Égypte. Nous n'ingérons pas dans les affaires internes des pays. Et nous invitons les autres à ne pas s'immiscer dans nos affaires pour que nous puissions régler nos problèmes de nous-mêmes, loin des conflits, des combats d'une façon ou d'une autre. Mais disons qu'au nom de ce forum et au nom de chaque jeune ici présent, et j'espère que par le truchement des masses médias et des médias des réseaux sociaux mis à leur disposition, ils pourront envoyer des messages vers leur pays, envoyer des messages à vos amis, à vos proches, à vos bien-aimés dans vos pays, pour leur demander de faire passer ce message auprès de votre leadership. Voilà d'un côté. Le jeune yéménite ici a parlé de l'Académie nationale. Tout ce qui se trouve ici en Égypte sera mis à la disposition de tout le monde afin de renforcer les capacités. Ce que je vous dis là n'est pas des propos diplomatiques à des fins de ce forum. Nous disons toujours en Égypte, nous sommes toujours prêts à coopérer en faveur de la construction et de la paix. Et c'est une conviction égyptienne parce que la destruction, la souffrance sont des maux dont souffrent les victimes. La construction apporte de l'espoir. Et donc, je tiens à vous dire que l'Académie nationale est prête non seulement pour accueillir les jeunes du Yémen, mais les jeunes de partout. Nous avons des frères du continent et d'autres pays arabes qui dépêchent leurs enfants pour joindre l'Académie. Et donc, nous allons le faire modestement. Pour ce qui est de la bande de Gaza, la bande a certes besoin de chiffres beaucoup plus importants que le chiffre qui a été cité, les 500 millions de dollars. Et nous aurons souhaité en Égypte pouvoir contribuer avec une somme plus grande. Mais je dirais pour ceux qui ont entamé la deuxième phase au mois de décembre, s'il vous plaît, nous avons dit nous avons toujours insisté sur la nécessité d'employer la main-d'œuvre locale. On ne va pas ramener de la main-d'œuvre de l'extérieur alors que nous avons les habitants de la bande qui sont là et qui doivent travailler. Je vous incite donc à accélérer le travail en faveur de nos frères dans la bande de Gaza. Nous allons maintenir notre rôle quant à l'appel lancé aux donateurs pour ne pas abandonner l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités. Je vois que le travail va reprendre après avoir été suspendu au cours des dernières années. Et donc, nous aussi, nous allons agir aux côtés des autres pays pour que le message soit fort, et que l'Office des Nations Unies joue un rôle plus important dans la bande de Gaza. Je ne veux pas être long, mais je tiens à vous dire qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de crise, qu'il vaut mieux que le conflit ne perdure pas. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un jeune issu d'un pays frère qui m'avait demandé mon avis. Il voulait avoir mon avis. Devons-nous changer la situation par la force ou faire preuve de patience? Je lui demandais ce que vous voulez mon avis. Je lui dis non. Vaut mieux patienter. Pourquoi? Parce que le changement par la force pourrait mener à la destruction incontrôlable. Donc le changement par la force pourrait donner lieu à une destruction incontrôlable. Et peut-être que vous imaginez que vous pouvez ainsi assurer un meilleur avenir. Je dis à tous ceux qui suivent cette situation de près, cette région a payé très fort le prix
de l'ingérence des autres dans ses propres affaires. Ce que nous disons ici, je vais continuer de le répéter à maintes reprises. Dans ces pays-là, il y avait une tentative de changement. Ceux qui étaient derrière ce changement ne comprenaient pas et ne pouvaient pas comprendre que cette tendance pouvait donc conduire à la destruction de leur pays. En Égypte, on aurait pu courir le même danger. Je le répète à plusieurs reprises. D'abord, pour que le peuple égyptien comprenne et se rappelle que Dieu Tout-Puissant nous a gratifiés en nous épargnant cette destinée. Un pays avec une population de 100 millions d'habitants aurait pu se transformer en un état de crise et de réfugiés. On aurait tendu la main aux donateurs. Donc, faites attention. Merci beaucoup au président Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République. Je remercie tous les panélistes, les participants. Merci, au revoir.